J'ai commencé à suivre l'argent quand j'avais 13 ans. Je ne pensais pas que c'était tenir un livre de compte à l'époque. Je voulais juste savoir où les choses allaient. Quand j'ai prêté 20 $ à ma sœur pour l'essence, je l'ai noté. Quand j'ai repéré mon père à l'épicerie ou que j'ai payé la facture de chauffage quand la carte a été refusée à nouveau, je l'ai enregistré. C'est devenu une habitude, silencieuse, automatique. Au début, je pensais que c'était juste pour moi. Puis finalement, j'ai réalisé que personne d'autre ne suivait rien, ni les factures, ni les faveurs, ni les dégâts. Ils ont toujours dit que j'étais différente, sensible, que je pensais trop. Ma mère m'a dit un jour qu'elle se sentait mal pour moi parce que je n'étais pas faite pour cette famille. Elle l'a dit comme une blague, et j'ai ri, mais quelque chose dans mon estomac s'est retourné. C'est toujours le cas. C'est vers l'âge de 20 ans qu'ils ont même cessé de faire semblant. Je travaillais à temps plein au support technique, essayant de me sortir des dettes étudiantes, et ils continuaient juste à m'en rajouter, comme si j'étais faite d'argent. Les dents de mon oncle, la mensualité de voiture de ma cousine, les impôts de mon père une année où il a oublié de déclarer et s'est pris des pénalités. Il venait toujours me voir à la dernière minute, comme un exercice d'incendie. On te remboursera. Il le faisait rarement. Une fois, la femme de mon frère m'a envoyé un texto pour me demander 300 $ pour une urgence familiale. Je l'ai envoyé. 2 semaines plus tard, je l'ai vu sur Instagram à Miami en train de tenir un cocktail au bord d'une piscine. Je n'en ai même pas parlé. Il est devenu clair que j'étais le plan de secours de la famille, leur compte bancaire invisible, leur essai gratuit de la vie adulte. Je n'avais pas d'enfants, d'hypothèque ou de femme, alors ils se sont dit que je n'avais rien de mieux à faire que de réparer leurs erreurs. Puis papa a convoqué une réunion de famille. Pas d'avertissement, pas d'ordre du jour, juste un texto, important. Sois là. Dimanche 17h. Je me suis présenté à la vieille maison, même moquette marron, même store blanc cassé taché au coin. Tout le monde était déjà là. Drew était sur le canapé, les jambes en l'air, buvant une des bières de mon père. Ma sœur Beth envoyait des textos. Ma mère faisait semblant de lire un magazine. Je me suis tenu près du mur. Personne n'a même dit bonjour. Papa s'est raclé la gorge. Vous savez, commença-t-il, j'ai beaucoup réfléchi à qui fait ça par ici, au sacrifice, à la loyauté. Il a regardé autour de lui comme s'il faisait un casting pour un film. Puis ses yeux se sont posés sur moi. Et il m'est venu à l'esprit qu'Henri n'a jamais fait de véritable sacrifice pour cette famille. Silence. Une pause pour les faits. Puis Drew a ri. Ouais, je suppose que c'est bon d'être égoïste. Ma mère n'a pas levé les yeux de son magazine. Ma sœur a souri avec ironie. Personne n'a dit un mot pour me défendre. Je n'ai pas parlé non plus. Je suis juste sorti de la pièce, j'ai marché jusqu'à ma voiture, j'ai sorti le dossier noir de la boîte à gants. J'avais tout imprimé, relevé bancaire, reçu de paiement, capture d'écran, puis d'autres documents remontant à plus de 10 ans. Je les organisais depuis des mois, pas par dépit, juste par clarté. Je suis revenu et je les déposais sur la table. J'ai tout suivi, ai-je dit. Personne n'a bougé. Je l'ai ouvert à la première page. C'était la facture d'électricité de 2016, celle que j'ai payée quand le courant a été coupé et que papa a dit à tout le monde que la compagnie avait fait une erreur. Puis la facture du dentiste pour sa couronne, celle dont il n'a plus jamais parlé. Le remorquage d'urgence pour la voiture de ma sœur quand elle a enfermé ses clés à l'intérieur alors qu'elle était défoncée. Page après page. Je suppose que ce n'était pas un vrai sacrifice, ai-je dit. C'était juste cher. Puis je suis sorti, je n'ai pas attendu de réponse. Cette semaine-là, les choses ont changé rapidement. Puis Netflix a cessé de fonctionner. Spotify, Apple Music, les cartes de crédit ont été refusées. Les paiements automatiques ont été rejetés. Prime n'a pas été renouvelé. Le compte Disney plus que 5 d'entre eux partageaient a cessé de les laisser entrer. Ils ont tous reçu la même alerte sur leur téléphone et leurs emails, utilisateurs autorisés supprimés. Aucune explication. Aucune réponse de ma part quand ils ont appelé. Je n'ai pas répondu, pas une seule fois. Et pourtant, ce n'était que le début. Au début, ils ont fait les innocents. Ma sœur Beth m'a envoyé un texto désinvolte, « Hey, Disney plus m'a déconnecté. Tu as changé quelque chose ?» Comme si c'était un problème technique.
Puis c'est ma mère qui a demandé pourquoi sa commande Amazon n'avait pas été expédiée et si je pouvais vérifier la carte enregistrée. Drew a appelé et a laissé un message vocal. Yo, mec, je ne peux pas regarder Netflix. Ça dit que le compte est bloqué ou quelque chose comme ça. Bizarre. Je n'ai pas répondu. Pas un seul mot. Jeudi, les questions se sont transformées en exigences. Papa m'a envoyé un message vocal. Il n'envoie pas beaucoup de textos. Tu veux expliquer pourquoi ta mère ne peut pas écouter sa musique et que je suis bloqué hors de mon propre compte Prime? Cette dernière partie, mon propre compte Prime, m'a fait rire à voix haute. J'avais tout géré, tous les abonnements, tous les modes de paiement partagés, tous les identifiants temporaires. Mais maintenant que c'était parti, il ne savait pas quoi faire. Pour la première fois depuis longtemps, il devait se débrouiller sans moi. Et ça ne se passait pas bien. Vendredi, je les ai bloqués. Tous. Téléphone, email, réseaux sociaux. Le chat de groupe a été supprimé. Les feuilles de calcul partagées ont disparu. Et j'ai changé tous les mots de passe liés à moi. Tout ce qui portait mon nom, pouf, disparu. J'ai passé le week-end en paix. J'ai cuisiné pour moi. Je me suis mise à jour dans un livre. C'était la première fois depuis des années que je n'avais pas à démêler le bazar de quelqu'un d'autre. C'était presque comme la liberté. Puis mercredi est arrivé vers 19h. J'ai entendu le vieux camion de papa dehors. Le moteur avait toujours l'air de grogner, comme s'il détestait conduire autant que lui. J'ai regardé à travers le Judas et je l'ai vu debout sur mon Porsche avec cette posture raide et carrée qu'il utilise quand il est en colère et qu'il essaie d'agir comme s'il ne l'était pas. J'ai ouvert la porte, je n'ai rien dit. Il est passé devant moi comme s'il vivait encore là, comme s'il avait encore ce genre d'accès. Tu penses que c'est drôle, dit-il, couper tout le monde, humilier toute la famille pour quelques dollars. Je suis restée silencieuse. Il a jeté un coup d'œil autour de mon appartement comme s'il l'inspectait. Ses yeux se sont fixés sur le grand écran plat dans le coin, celui que lui et maman m'avaient donné il y a 2 ans pour mon anniversaire. Il n'était même pas encore payé en totalité, et j'avais contribué pour la moitié, mais il y avait leur nom sur le reçu, alors il le traitait comme s'il le possédait. Il s'est dirigé directement vers lui et, sans un mot, l'a ramassé et a claqué son écran sur le sol. Le craquement était silencieux mais définitif. Une toile d'araignée de verre s'est répandue sur le panneau. Des morceaux sont tombés. Voilà, dit-il. Maintenant, on est quitte. Puis il a marché jusqu'à la porte, l'a ouverte lui-même, et s'est tenu là comme s'il s'attendait à ce que je l'arrête. Je ne l'ai pas fait. J'ai juste pointé du doigt l'extérieur. Il est parti. J'ai balayé les bris de verre ce soir-là en silence. Pas de musique, pas de télé, juste le son du balai et mes propres pensées. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas enragé. Je n'ai appelé personne. Mais quelque chose s'est retourné en moi. J'avais essayé la subtilité. J'avais essayé le silence. J'avais espéré que partir ferait comprendre quelque chose. Mais il a clairement indiqué. Il ne voulait pas seulement se débarrasser de mon aide. Il voulait me punir de l'avoir enlevé. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il n'allait pas apprendre, pas sans une leçon. Alors j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé une nouvelle liste. Pas de dette ou de faveur cette fois, mais de points faibles, de choses dont ils dépendaient, de choses sur lesquelles ils avaient menti, de choses qu'ils avaient cachées. L'entreprise de revente de baskets de Drew construite sur de l'argent emprunté et de fausses critiques. La nouvelle demande d'hypothèque de Beth reposant sur une fausse cote de crédit et une dette qu'elle avait oubliée que je connaissais. Et papa. Papa avait quelque chose d'encore plus fragile. Un problème de pension qu'il pensait que personne ne connaissait. Sauf moi. Je n'allais pas seulement leur faire ressentir une perte. J'allais leur faire sentir petit. Je n'ai pas agi vite. La vengeance, quand elle est bien faite, a besoin de respirer. Il ne s'agit pas de rage, il s'agit de rythme. J'ai commencé avec Drew. Il avait lancé une entreprise de revente de baskets l'année précédente. Il en avait fait toute une affaire sur Instagram. Il agissait comme s'il était un jeune entrepreneur qui se frayait un chemin vers le sommet. Mais je savais sur quoi s'était construit, des prêts PayPal, quelques fournisseurs louches et mon argent. Il m'a supplié de lui donner $2000 pour le capital de démarrage et m'a dit que ça reviendrait avec des intérêts. Je n'ai jamais vu un centime.
Il m'a aussi demandé de l'aider à faire vérifier un compte Stripe car il ne pouvait pas le faire lui-même. J'ai utilisé mon nom. Il a supplié. J'ai accepté comme une idiote. Maintenant, j'ai retiré mon nom tranquillement, légalement. En 2 jours, Stripe a gelé son compte. Les paiements ont été suspendus. Il a posté quelque chose de vague en ligne à propos de ceux qui voient priant pour votre chute et des faux amis qui se retournent contre vous. Je n'ai même pas souri. C'était trop facile. Ensuite, il y avait Beth. Elle était à 2 semaines de la signature pour une maison de ville avec son petit ami. Il travaillait sur l'approbation de l'hypothèque depuis des mois. Ce que personne ne savait, c'est qu'elle avait utilisé mon compte bancaire comme donateur de cadeaux familiaux pour gonfler ses actifs. Elle m'a demandé de le faire. Elle a dit que ce serait temporaire, juste pour les papiers. Elle a dit que ça l'aiderait à sortir de la maison de maman. J'ai accepté. Je n'ai pas retiré l'argent. J'ai juste envoyé une correction au prêteur hypothécaire. Un email court et clair avec la preuve que les fonds ne lui appartenaient pas, qu'il n'était jamais un cadeau, que je n'avais pas autorisé l'utilisation de mon nom sur la demande. Le prêt est tombé à l'eau en 3 jours. Beth a appelé depuis un numéro différent. Elle a laissé un message vocal en sanglotant, me demandant pourquoi je ruinerais sa vie. Je n'ai pas répondu. Elle a utilisé le mot trahison 4 fois. Elle n'a pas utilisé le mot merci une seule fois. Et papa, je l'ai gardé pour la fin. Il avait toujours été fier d'être un homme qui construisait des choses. Il a travaillé dans la construction, puis s'est lancé dans la sous-traitance locale, et a finalement évolué vers la gestion immobilière. Ce qu'il n'a jamais mentionné, c'est à quel point il avait foiré sa pension lors d'une opération immobilière qui a mal tourné. Il a emprunté dessus, a essayé de réinvestir dans quelque chose qu'il ne pouvait pas terminer, et ne s'en est jamais complètement remis. Il pensait que personne ne le savait, mais je le savais parce que c'est moi qui ai corrigé les papiers quand l'IRS a commencé à lui envoyer des lettres qu'il ne comprenait pas. J'ai passé les appels. J'ai négocié le plan de paiement. J'ai empêché les lettres de parvenir à maman. Il m'a dit qu'il s'en occuperait à partir de là. Il ne l'a pas fait. Je connaissais le nom de la société qui gérait sa pension. Je savais aussi qu'il m'avait inscrit comme personne à contacter en cas d'urgence et comme représentant financier à temps partiel pendant ce bazar. J'avais encore les identifiants. Je leur ai envoyé une demande officielle pour révoquer mon accès. Cela ne lui ferait pas de mal à lui seul, mais j'ai aussi joint des documents qu'il avait enterrés, des déclarations de dette, des défauts de paiement antérieurs, des choses qui déclencheraient un examen d'alerte rouge de son statut d'éligibilité. Vendredi, il a reçu la lettre. Pension suspendue en attendant une enquête. Ce soir-là, il s'est présenté à nouveau, mais cette fois, il n'est pas venu à la porte. Il est juste resté assis dans son camion pendant une demi-heure, le moteur en marche. J'ai regardé par la fenêtre. Il a regardé ma maison comme si elle n'était pas réelle, comme s'il ne savait plus qui j'étais. Il est parti en voiture. J'aimerais pouvoir dire que ça faisait du bien. Mais ce que je ressentais était quelque chose de plus froid, de plus silencieux. Il ne criait plus. Personne n'envoyait de messages de colère. Ils se sont tus. Même Drew a cessé de poster. Même Beth a cessé de pleurer. Je pensais que c'était fini. Mais une semaine plus tard, ma sonnette a retenti. Et là, il y avait mon père avec un dossier à la main. La sonnette a retenti un mardi après-midi. Je venais de rentrer du travail et je mangeais des restes quand je l'ai entendu. J'ai failli ne pas répondre. Je n'avais parlé à personne de la famille depuis que papa avait fracassé la télé. Je ne voulais même pas savoir qui c'était, mais j'ai ouvert quand même. Et il était là. Il n'a pas dit un mot. Il tenait un dossier gris délabré comme s'il était fragile. Il avait l'air différent cette fois. Pas en colère, juste creux. Il l'a tendu, mais je ne l'ai pas pris. Alors, il l'a placé sur le banc du porche à côté de la porte, a hoché la tête une fois, et s'en est allé. Il n'a pas regardé en arrière. Il n'a pas dit au revoir. J'ai laissé le dossier là. Je suis passé devant 2 fois. J'ai réchauffé ma nourriture, j'ai mangé en silence, j'ai fait la vaisselle. Chaque fois que je passais devant la fenêtre et que je le voyais encore là, il me semblait plus lourd, comme s'il pesait sur toute la maison. Vers 21h, je l'ai rentré. À l'intérieur, il y avait des papiers, jaunis, agrafés, des copies brouillons de relevés de dette, des avis de retard, et une lettre d'un centre de soutien aux anciens combattants datée de l'année dernière.
C'était court, froid. Ses prestations avaient été annulées en raison de déclarations de revenus inexactes. Il avait perdu plus de 800 dollars par mois, et il ne l'avait dit à personne. Il l'avait caché toute l'année. Sous la lettre, il y avait une note, écrite à la main à l'encre noire épaisse sur une feuille de papier de cahier déchiré, « Tu gagnes. Tout est à toi maintenant. Souviens-toi juste de ce que tu as brisé. Ne reviens pas pour l'enterrement. Tu ne nous appartiens plus. » Cette dernière ligne m'a obsédé. Je ne me sentais pas en colère ou fier. Je ne ressentais rien, juste une confirmation silencieuse de quelque chose que je savais déjà. Je n'avais pas ma place dans cette famille depuis longtemps, peut-être jamais. Scotché au dos du dossier, il y avait une photo, moi enfant, vers 9 ou 10 ans, tenant un modèle réduit d'avion en plastique dans le jardin. Le soleil était trop vif sur la photo. Les couleurs étaient fanées. Papa était en arrière-plan, légèrement tourné, ne me regardant même pas, juste debout là. Je me suis souvenu de ce jour-là. J'avais économisé pour cet avion avec de l'argent d'anniversaire et des corvées. Je l'ai écrasé 10 minutes après l'avoir déballé. Je me suis assise dans l'herbe en pleurant, tenant l'aile cassée dans ma main. Personne n'est venu me voir. J'ai gardé la photo tout au long du reste. Pendant les 2 semaines suivantes, il ne s'est rien passé. Puis j'ai lentement remarqué le changement. Drew m'a envoyé un texto depuis un numéro que je ne reconnaissais pas. Juste une phrase, « Tu avais raison ». 2 jours plus tard, Beth m'a envoyé un message qui commençait par « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes » et se terminait par une offre de rendez-vous pour un café. Sans pression. Elle a dit qu'elle voulait juste parler. Elle a dit qu'elle ne savait pas à quel point les choses étaient devenues mauvaises. Je les ai ignorées. Mais alors quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai commencé à être identifié dans des posts. Drew a posté un selfie dans son entrepôt. Légende, recommencer à zéro. Cette fois avec honnêteté. Inspiré par quelqu'un qui m'a finalement montré à quoi ressemble une vraie colonne vertébrale. Beth a fait un don à une banque alimentaire communautaire en mon nom. Je ne l'ai découvert que parce qu'ils m'ont envoyé une note de remerciement par email. Même maman, qui ne m'avait pas parlé directement depuis des mois, m'a envoyé un message un soir. C'était court et ça ne lui ressemblait pas, nous nous appuyons sur toi parce que nous ne savions pas comment tenir debout. Je suis désolé. C'est tout. Aucun d'eux n'a demandé d'argent, d'aide ou de dépendance. Ils voulaient juste que je sache qu'ils essayaient. Et peut-être qu'ils essayaient. Mais je n'étais pas naïve. J'en avais trop vu, trop porté. Les dégâts n'étaient pas réparés juste parce qu'ils avaient finalement vu les fissures. Alors j'ai attendu, j'ai regardé jusqu'à ce que quelque chose d'encore plus étrange se produise. Papa a vendu son camion, celui avec lequel il jurait qu'il mourrait, a utilisé l'argent pour réparer un vieux duplex, et l'a offert gratuitement à une femme avec 2 enfants qui avaient été expulsés de son ancienne propriété. Un voisin m'a dit qu'il avait dit, « Je ne sais pas ce qui a changé en lui, mais c'est comme s'il essayait de rembourser quelque chose. » Je n'ai pas réagi, je n'ai pas envoyé de texto, je n'ai pas appelé, parce que je n'avais pas encore fini. Il restait encore un coup à jouer. Pas pour la vengeance, pour l'héritage. Quelque chose qu'il ne pourrait pas défaire, qu'il ne pourrait pas ignorer. Et quand je le ferais, il ne se souviendrait pas seulement de mon nom, il le suivrait. L'idée m'est venue alors que je regardais un panel sur les finances personnelles et l'équité communautaire, juste un bruit de fond pendant que je triais les reçus pour la période des impôts. L'un des orateurs, un travailleur social à la retraite, a dit quelque chose qui m'est resté, la meilleure vengeance est de construire quelque chose auquel ils ne peuvent pas accéder mais qu'ils aimeraient pouvoir. J'ai éteint la télé et je me suis juste assise là pendant un moment. Ils m'avaient utilisé parce qu'ils le pouvaient. Ils avaient compté sur moi parce que je les avais laissés faire. Et maintenant qu'ils avaient enfin touché le fond, ils cherchaient des points d'appui. Mais je n'allais pas leur lancer une corde. J'allais construire une plateforme qu'ils ne pourraient qu'admirer de loin. Alors j'ai commencé à planifier quelque chose de plus grand, quelque chose qui prendrait les morceaux de tout ce que j'avais porté pour eux, l'argent, le temps, la structure et les transformerait en quelque chose de réel, quelque chose de mien. J'ai enregistré une organisation à but non lucratif. Il a fallu 3 semaines pour remplir les papiers, mettre en mouvement le statut d'exemption fiscale et ouvrir un compte bancaire. Je l'ai appelé Second Ledger Foundation. Personne n'a compris le nom au début, mais moi oui. J'ai utilisé mes connaissances techniques pour mettre en place l'infrastructure, j'ai fait appel à quelques personnes du travail qui cherchaient discrètement une cause à soutenir.
Je ne l'ai pas annoncé sur mes comptes personnels. Je n'ai pas invité la famille. Cela a commencé avec un programme, l'éducation financière et l'aide juridique pour les personnes qui avaient été lésées par leur propre famille. Abus silencieux, piège à dette, argent emprunté qui n'est jamais revenu. Le genre de choses dont personne ne veut parler, mais que presque tout le monde connaît. J'ai raconté quelques histoires anonymement, des vraies, mes histoires. Les gens ont réagi, des dons ont commencé à arriver, pas d'énormes, mais constants. Puis j'ai lancé le podcast. Des épisodes hebdomadaires, de vraies personnes, de vraies histoires. Le premier épisode s'intitulait « L'utilisateur autorisé supprimé ». Je n'ai pas utilisé de nom, mais quiconque l'avait vécu savait exactement ce que cela signifiait. Il a commencé à se développer rapidement. 1 mois plus tard, nous étions présentés sur un blog. 2 mois plus tard, quelqu'un a écrit un article de réflexion sur la rébellion silencieuse des enfants adultes qui fixent des limites. Cela a attiré encore plus d'attention. Et puis c'est arrivé. Beth m'a envoyé un message à nouveau. Quelqu'un à mon bureau a partagé un épisode de podcast et a dit que cela lui rappelait mon frère. C'était le tien, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Drew a essayé de m'identifier dans une story sur Briser le cycle. J'ai supprimé l'identification. Puis, papa, le plus important. Il a envoyé une lettre. Écrite à la main à nouveau. Celle-ci était plus longue. Il ne s'est pas excusé, pas exactement. Mais il a dit qu'il avait écouté un épisode et que quelque chose avait cliqué. Il a dit qu'il ne réalisait pas à quel point le silence pouvait être bruyant jusqu'à ce qu'il entende son propre comportement décrit par quelqu'un d'autre. Il a demandé s'il pouvait aider. Il a dit qu'il avait des outils, du temps et peut-être quelques réparations qu'il pourrait offrir aux personnes qui essayaient de se remettre sur pied. J'ai lu la lettre 3 fois. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ajouté une nouvelle section au site web, les demandes de bénévolat, anonymes, structurées, pas de favoritisme, pas de raccourcis familiaux. S'il voulait vraiment aider, il pouvait suivre le processus, comme tout le monde. Pour une fois, je n'ai pas eu besoin de bloquer qui que ce soit. Je n'ai pas eu besoin de dire non à voix haute. Le système l'a dit pour moi. Et le fait est qu'ils n'ont pas disparu cette fois. Ils ont postulé, tous les 3. Beth a commencé à relire les demandes de subvention. Drew a aidé avec les médias sociaux. Papa a construit 3 rampes pour fauteuils roulants au cours du premier mois. Ils n'en ont pas parlé. Ils n'ont pas essayé de tourner les choses à leur avantage. Ils se sont juste présentés. Mais il me restait encore une partie. Pas pour eux. Pour moi. Cela fait 6 mois. Pas une demi-année symbolique, pas un chapitre qui se termine de manière nette. Juste 6 vrais mois vécus de silence, de changement et de travail. L'organisation à but non lucratif fonctionne comme quelque chose de vivant. Il y a des systèmes en place maintenant, des équipes, des horaires, des objectifs. Nous avons aidé plus de personnes que je ne l'espérais, plus vite que je ne le pensais possible. Les gens écrivent chaque semaine. Certaines des histoires que je lis me semblent étrangement familières, pas dans les détails, mais dans le rythme. Un enfant qui paie la dette d'un parent. Un frère qui prête toujours mais ne demande jamais. Une fille qui disparaît à l'intérieur des attentes de quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'elle oublie sa propre voix. Elles se terminent toutes de la même manière, l'épuisement et la question silencieuse, est-ce égoïste d'arrêter? Ce n'est pas le cas. Je dis ça à chaque fois. Nous avons sorti notre 10e épisode de podcast la semaine dernière. L'un de mes préférés. Un gars du Texas a raconté son histoire sur le fait d'avoir donné à sa mère une carte de crédit à utiliser uniquement pour les urgences et comment, 2 ans plus tard, il payait encore sa croisière, son câble et son Uber Eats. Il a supprimé son accès la même nuit où il a entendu notre 2e épisode. Il a dit qu'il avait pleuré quand il l'a fait, puis a dormi pendant 10 heures d'affilée. Les gens ne réalisent pas toujours à quel point la culpabilité peut être lourde avant qu'elle ne vous quitte. Et ce qui est amusant, c'est que ma famille est restée dans le tableau, mais différemment. Beth gère maintenant des programmes de week-end pour nous, tranquillement, sans crédit. Elle n'a rien demandé depuis. Elle travaille juste. Je l'ai vu diriger un cours de budgétisation l'autre jour. C'était surréaliste. Elle utilisait l'une de mes vieilles feuilles de calcul, celle dont il se moquait auparavant. Drew a été cohérent, lui aussi. Il gère nos comptes sociaux. Il est bon à ça, étonnamment bon. Pas de sarcasme,
pas de pique passive-agressive, juste des posts honnêtes, des conseils et la citation occasionnelle sur la reconstruction de soi. Et mon père, il n'a toujours pas dit désolé. Il ne le fera probablement jamais, mais il a postulé anonymement à une subvention pour outils dans le cadre de notre programme d'amélioration communautaire. Nous avons signalé son nom, mais je l'ai approuvé. Je l'ai regardé reconstruire un Porsche pour une femme qui vivait à 3 rues de l'endroit où nous avons grandi. Il n'a pas pris de photos. Il n'a pas demandé de remerciements. Il est juste parti quand c'était fini. C'est étrange de voir comment les gens peuvent changer quand on cesse de les laisser nous traiter comme une extension de leur propre échec. Et c'est vraiment de ça qu'il s'agit depuis le début. J'ai passé des années à essayer de gagner quelque chose qui aurait dû être automatique, le respect fondamental. Je me suis tordu en morceaux pour qu'ils se sentent entiers. J'ai donné des parties de ma vie pour réparer la leur. Je pensais que si je le faisais assez longtemps, ils me verraient comme digne. Mais ils ne l'auraient jamais fait, pas tant que je n'aurais pas cessé de demander, pas tant que je ne leur aurais pas fait sentir ce que j'avais porté. Le registre n'était pas de la vengeance. Les suppressions n'étaient pas de la vengeance. Rien de tout cela n'a commencé comme une punition. J'avais juste besoin qu'ils regardent. Et quand j'ai tout enlevé, ils l'ont finalement fait. Voici ce que je sais maintenant. Après tout, si vous ne vous respectez pas, personne ne le fera pour vous. Vous devez tracer la ligne, pas dans le sable, pas avec gentillesse, mais dans la pierre. Et une fois que vous l'avez fait, les personnes qui ont leur place dans votre vie se mobiliseront pour la rencontrer, les autres resteront en arrière. Vous ne pouvez pas réparer les gens qui traitent votre amour comme une faveur. Vous ne pouvez pas les faire se réveiller en donnant plus de vous-même. La seule façon de s'en sortir est de cesser de leur donner quoi que ce soit qu'ils n'ont pas mérité. Je ne suis plus en colère. C'est la plus grande surprise. Je pensais que cela se terminerait par moi les coupant et m'éloignant pour toujours. Mais ce qui s'est réellement passé était mieux. J'ai cessé d'avoir besoin d'eux. Et dans cet espace, ils ont dû choisir, évoluer ou disparaître. Et ils ont évolué, lentement, maladroitement, mais ils l'ont fait. Maintenant, je vis avec des limites si solides qu'elles ressemblent à des murs. Mais le fait est qu'elles ont des portes, de vraies. Tout le monde n'a pas le droit de passer, mais s'ils sont prêts à frapper, s'ils sont prêts à attendre, je les ouvrirai. Et cela m'amène ici. Ce poste, le dernier. Je pense que j'ai raconté toute l'histoire. J'ai dit ce que j'avais besoin de dire, et j'ai tiré plus de paix de cela que je ne l'aurais jamais imaginé. Je suis venu sur Reddit pour lâcher une allumette. Je ne pensais pas que je finirais par planter quelque chose à la place. Alors, la prochaine fois que je reviendrai, si je reviens, je veux que ce soit pour quelque chose de bien. Peut-être que je rencontre quelqu'un. Peut-être que la fondation se développe. Peut-être que je fais enfin ce voyage que je reporte parce que quelqu'un avait toujours besoin de quelque chose. Quoi que ce soit, je veux que ce soit à moi. Pas de reçu, pas de dette, juste quelque chose de bien. D'ici là, merci d'avoir écouté. Respectez-vous. Construisez cette foutue limite et ne vous excusez pas de mettre les gens mal à l'aise quand vous le faites enfin. Parfois, je passe encore devant la section des téléviseurs au magasin et je pense à celui que papa a fracassé, non pas parce qu'il me manque, mais à cause de ce que cela signifiait à l'époque, un symbole de contrôle déguisé en générosité. Maintenant, j'en ai un meilleur à la maison, acheté avec mon propre argent, livré selon mon calendrier. Sans condition. C'est la différence. J'ai aussi recommencé à voler. Pas souvent, juste quelques voyages de week-end en solo dans des endroits où j'avais toujours dit que j'irais après que les choses se soient calmées, Portland, Asheville, le mois prochain, peut-être le Colorado. Je n'ai pas besoin de vérifier l'emploi du temps de qui que ce soit. Je n'ai pas besoin de demander la permission. Et j'ai plus écrit, pas seulement des subventions et des scripts de podcast, des choses personnelles, des journaux, même un début approximatif d'un livre, en partie mémoire, en partie guide de survie pour les gens comme moi, les gens qui ont trop donné pendant trop longtemps en pensant que l'amour et l'utilité étaient la même chose. Ils ne le sont pas. Je le sais maintenant. C'est étrange. Toutes ces années que j'ai passées à supplier pour être reconnu, et au moment où j'ai cessé de demander, je l'ai eu, pas de la façon dont je l'imaginais, mais d'une manière qui compte réellement.